Alors, ma première question porte sur votre formation. Vous avez dit dans Libération en novembre 2018 que, je cite, « Je ne m'intéresse pas à la danse en tant que pratique codifiée, mais j'étudie plutôt d'où partent les mouvements des individus, professionnels du corps ou non. » Comment est-ce que votre pratique de la médecine, en tant qu'orthopédagogue, a-t-elle influencé ce rapport particulier à la chorégraphie? C'est ma première question, elle est peut-être un peu formelle, mais après on peut... Voilà. Bonjour à tout le monde. D'abord, je dois vous remercier, et surtout Farid, de m'inviter, parce que pour moi c'est une découverte. La troupe du possible, je ne connaissais pas. Et c'est quand même très drôle de se réaliser qu'on fait le tour du monde et qu'on ne connaît pas ses voisins qui sont en train de faire un travail qui ressemble très fort au travail que, en tout cas, en pensée et dans la pratique, que nous on fait aussi. Je crois que j'ai un parcours un peu similaire comparé avec Farid, dans le sens où moi j'ai pas eu de formation de danseur, de danse, théâtre, metteur en scène, chorégraphe. Ma formation était des études de pédagogie, psychologie, et donc je suis devenu orthopédagogue. Mais dans la période où j'ai commencé à travailler comme orthopédagogue, j'étais aussi très intéressé par ce qui se passait dans le théâtre et la danse contemporaine, qui était, pendant les années 80, en Flandre, assez expérimental. Il y avait plein de choses qui se passaient qui étaient hyper excitantes. C'était le début de Theresa de Giesma, Corinne Fabre, Meg Stewart, etc. Et donc, à cette époque-là, j'étais surtout intéressé par le travail de Pina Bausch, comme tout le monde, je crois. C'était la première qui mettait des danseurs sur scène qui étaient des êtres humains, qui témoignaient de leur vie personnelle. Et donc, à ce moment-là, moi j'avais l'impression qu'on avait l'arrogance de penser que tout le monde pouvait monter sur scène et dire quelque chose. On l'a fait. Il y avait un certain intérêt par un public, aussi à cause du fait qu'à ce moment-là, en Flandre surtout, il y avait des nouveaux théâtres, des petits théâtres comme ça, qui présentaient tout ce genre de travail. Et donc, on a continué, on aimait bien ce qu'on faisait. Je travaillais surtout avec des amis, des membres de ma famille. Mais petit à petit, il y avait aussi des professionnels qui étaient intéressés à nous joindre. Et donc, à un moment donné, j'ai dû prendre la décision, qu'est-ce que je fais? Je continue comme pédagogue ou est-ce que je vais tenter de me lancer dans le théâtre et la danse? Je l'ai fait et j'y suis encore, toujours, jusqu'à aujourd'hui. Je crois qu'à côté de Pina Bausch, parce qu'il y avait, à ce moment-là, il y avait quand même pas mal de gens qui me demandaient c'est quoi la relation entre le travail que tu faisais comme orthopédagogue et le théâtre. Et donc à ce moment-là, moi, je n'arrivais pas à expliquer le lien, même si je sentais qu'il y avait un lien, je ne pouvais pas l'exprimer clairement. Et donc je niais un peu. Et en même temps, après des années, et quand je réfléchis de ce qui s'est passé à cette époque-là, je me rends compte que j'étais quand même très inspiré par quelqu'un comme Fernando Lini. Parce que même au moment que j'étudiais, j'étais confronté avec son travail. J'ai fait un stage à l'hôpital psychiatrique à Armentières, où il avait travaillé. Et c'est là que j'ai rencontré le monde de Lini. Et je crois que ce que lui faisait, la manière dont il observait et vivait avec les enfants qu'il avait choisi de vivre avec, vous savez, m'a fortement inspiré pour développer un certain regard quand même aussi dans le travail que moi je fais. D'ailleurs, par rapport à Delény, c'est un peu ma deuxième question justement. Isaac Joseph a écrit que le style de Delény c'était
comme l'art de déconstruire les significations les plus couramment attachées à un mot. Et il y a en effet chez Deligny cette volonté d'affranchir le langage de ses présuppositions, de le déplacer, de, comme dirait Farid, le faire délirer. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rapport à Deligny dans votre travail, de son rapport si particulier au langage? Est-ce que ça a impacté votre rapport au corps et à la mise en scène? Donc comment est-ce que cette façon, d'une certaine manière, de toujours déplacer les mots, de les utiliser plus comme des éruptations, des objets, des signes en eux-mêmes, plutôt qu'attachés à leur sens usuel, est-ce que ça a quelque chose à voir avec votre façon de travailler les corps et ce que les corps signifient? Mais on pourrait vraiment organiser un colloque de 2 semaines juste autour du travail de Deligny. C'est un personnage hyper fascinant et surtout ce qu'il a écrit, ce qu'il a fait aussi au niveau des films, etc. C'est très beau. Je crois que ce que je vais dire autour de son travail, c'est une réduction très personnelle de ce qui m'a attiré dans son travail et comment je l'utilisais aussi dans mon travail. Je crois que le fait qu'il a décidé de vivre avec les enfants et de ne pas les éduquer, mais de vivre avec eux pour découvrir. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec le travail de donc c'est il n'aimerait pas qu'on le nomme comme éducateur, mais quand même c'est quelqu'un qui a vécu et qui a travaillé dans ce domaine-là et qui à un moment donné a quand même fait le choix de se mettre en dehors de tout ce qui se passait dans le monde institutionnel de la pédagogie et de la psychiatrie. Et donc il a décidé avec quelques compagnons de vivre avec des enfants qui étaient décrits comme inéducables, invivables, etc. Donc avec des handicaps mentaux et très profonds, je dirais, de vivre avec eux au Cévennes dans des conditions qui sont quand même, on pourrait dire, assez primitives. C'est-à-dire que tout le luxe, il n'y avait pas de luxe, je dirais. Il observait les enfants et il voyait que, par exemple, la langue était quelque chose qui effrayait les enfants. Donc parler avec eux, ce n'était pas évident. Donc il a décidé de chercher une autre manière de communiquer avec eux, qui était beaucoup plus inspirée par leur comportement, par le non-verbal, etc., etc. Donc ça, par exemple, de vraiment d'essayer de trouver une autre forme de communication avec les enfants que par les langues, était quelque chose qui m'a quand même fortement inspiré. C'est-à-dire, c'est là que, par exemple, on pourrait faire un lien aussi avec la danse, ou le mime, par exemple. Donc de voir, de chercher comment le corps qui bouge peut exprimer des choses non dites, des choses qu'on n'arrive plus à exprimer avec des mots. Et c'est en questionnant les danseurs autour de ces choses-là que j'ai essayé de développer un langage physique inspiré par ce passage. Est-ce que la dimension de Deligny d'être aussi en fait lui-même à la marge de plusieurs pratiques, c'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, il a son côté éducateur, mais il a aussi réalisé des films, il a aussi écrit. Donc cette dimension d'être au final aux prises avec toute une série de différentes pratiques, est-ce que ça a aussi joué dans votre rapport à Deligny et dans la façon justement, venant de ces pratiques de la médecine, de pouvoir travailler aussi esthétiquement, on va dire artistiquement? Comme je disais, je crois que j'étais influencé par son regard, ses paroles, ces images qu'il a fait, mais j'en parlais beaucoup plus tard, pendant que
j'ai commencé le travail avec les danseurs, j'étais pas capable de le verbaliser, de l'expliquer, mais en tout cas, en regardant maintenant à ce personnage-là, je le trouve d'abord un artiste au vrai sens du mot, quelqu'un qui a décidé de dédier sa vie à quelque chose pour lequel il vivait. D'ailleurs, il y a une petite phrase qu'il a dit autour du mot éduquer, c'est quoi, que je porte avec moi comme quelque chose qui m'inspire chaque jour. Donc il dit, éduquer, c'est être là, être cet être-là, qui est avec un autre et un autre. Alors il te faut être là, tout simplement, et faire ce que tu as à faire le vivant que tu es. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'inspire presque chaque jour. Vous avez travaillé avec vos danseurs, je change un peu de sujet, sur des images d'Arthur van Geuchten. Peut-être avant qu'on en discute, on peut la regarder ensemble, regarder aussi un petit extrait de Out of Context. Comme ça, et après j'ai une question sur le rapport entre les deux. Juste expliquer que c'est des images de Arthur van Geuchten, un psychiatre qui a filmé ses patients, je dirais, dans un hôpital psychiatrique au début du XXe siècle. Donc c'est des images très vieilles. Excuse-moi, je reste un plat. C'est des images qui, à un moment donné, enfin, moi je les ai trouvées dans un musée à Gand, le musée Dr Guilin. Pour ceux qui sont intéressés, c'est le musée le plus beau du monde, je trouve. Il est vraiment incroyable. C'est un musée qui est lié à un hôpital psychiatrique, le premier hôpital psychiatrique en Belgique. Et donc j'ai trouvé ces images-là, et ça m'a pris quand même beaucoup d'années avant que je osais les montrer aux danseurs avec qui j'ai travaillé. Et j'expliquerai après. Du coup, c'est la 2 et puis la 3. Dat door Arthur van Geuchten kon worden gefilmd, is indrukwekkend. De heel brede, onwillekeurige bewegingen van dit meisje wijzen in de richting van chorea. Maar de breedte van die bewegingen, en vooral hun theatraal verloop, zorgen ervoor dat hysterie als diagnose gesteld wordt. Dit meisje vertoont eveneens hysterische bewegingen met een theatraal karakter. We moeten daarbij bedenken dat deze uitingen gedeeltelijk onderhouden en verergerd werden door de belangstelling van de artsen. Sedert de opmerkelijke lessen van Charcot over de zenuwziekten hield de westerse geneeskunde zich uitvoerig bezig met de studie van deze verschijnselen. Daardoor werden de psychopathologische reacties bij de patiënten vaak kunstmatig gestimuleerd. De bezorgdheid van Arthur van Geuchten om het geneeskundig geheim te bewaren blijkt hier uit het masker dat het gelaat van de zieke bedekt. Klassiek is dat bij deze hysterische aanvallen een zekere vorm van exhibitionisme waar te nemen valt. Het woord hysterie is trouwens via Uster van uterus afgeleid.
Aussi peut-être oui, parce que ces images-là, je les avais depuis très longtemps et je ne savais pas si je pouvais les montrer aux danseurs. À un moment donné, j'ai décidé de le faire. J'étais un peu gêné parce que j'avais peur, surtout qu'ils allaient rigoler avec ou le rapport ne soit pas clair à l'image. Voilà, exactement. Donc, à un moment donné, j'ai décidé, ok, je les montre, parce que c'est un film qui dure à peu près 12 minutes, donc il y a plein de choses qui se passent qui sont assez fortes, quoi. Et j'étais très étonné et touché par la réaction des danseurs, parce qu'ils étaient très silencieux, ils étaient très émus. Et donc, il disait après que, et ça c'est une phrase que je n'ai jamais oubliée, il disait, nous, on ne voit pas des gens qui sont malades, mais des gens qui ne sont plus capables d'exprimer des choses qui se passent à l'intérieur d'eux-mêmes avec des mots. Et donc, c'est à ce moment-là que le corps commence à parler. Et c'est là que nous, étant danseurs, on se reconnaît dedans. Et ça, c'était quelque chose que je trouvais très touchant, très inspirant. Et c'est de là qu'on a commencé à travailler autour de ces images-là, cet langage physique-là. Et les danseurs ont d'abord essayé d'incarner, je ne sais pas si c'est le bon mot, incarner, c'est de vraiment de vivre dans ce genre de mouvement, d'état, pour après, si c'était possible, de les traduire en mouvement de danse, je dirais. Et je montre là un extrait d'une danse qui était inspirée par ce genre de mouvement qu'ils ont créé pour une pièce qui s'appelle Out of Context Fukuna. C'est une pièce qu'on a créée en 2010 et qui depuis tourne encore toujours avec le même cast d'il y a 12 ans. Et si ça vous intéresse, parce que j'ai entendu aussi un lien avec le théâtre 140. On va le jouer au printemps, 140. Ça s'appelle Out of Context Fukuna. Oui, maintenant on peut le terminer. Vous avez déjà commencé à répondre, mais donc ma question par rapport à ça, c'était comment est-ce que vous travaillez en fait avec les danseurs justement pour arriver à arriver à ce type de résultat-là, dans le sens que, comme vous le dites, ces mouvements sont en général créés par de la pulsion, par ce qui n'est pas en contrôle. Or, dans un travail artistique, forcément, il y a énormément de contrôle et a priori, il faut plus ou moins le même spectacle le soir. Savoir comment est-ce que vous travaillez justement avec les acteurs, avec les danseurs, pour les amener à produire ce qui est par essence incontrôlable normalement. Mais, je crois qu'une partie de ma gêne de parler de mon passé était le fait que quand j'ai travaillé par exemple dans un centre pour les enfants avec des handicaps physiques, je ne sais pas si on utilise encore le mot handicap parce qu'en flamand on ne le dit plus. Ça dépend à qui vous demandez. Comment? Ça dépend à qui vous demandez. Ah oui. Donc vous êtes confortable avec le fait que je l'utilise.
Oui, moi oui, mais je ne sais pas Donc, quand je travaillais dans ces endroits-là, j'étais absolument fasciné par leur physicalité. Et de le dire d'une telle manière, c'était pour beaucoup de gens aussi assez choquant. C'est-à-dire être fasciné par un handicap ou par la manière dont les enfants essayaient de trouver une manière de bouger, de communiquer, etc. C'était quand même très ambigu. C'est la raison pour laquelle, comme j'ai dit, j'avais du mal à m'exprimer là-dessus. Par contre, de travailler avec les danseurs autour des idées, autour de comment est-ce qu'on peut faire des chorégraphies, des danses qui partent des mouvements que, a priori, on ne peut pas contrôler, était un des sujets, un des thèmes que j'utilisais très souvent. Mais ça, c'est un des thèmes. En général, quand je travaille, il y a une équipe, il y a peut-être une petite idée, et pour le reste, on commence à travailler comme dans la troupe du possible, c'est-à-dire il y a très peu de choses, sauf les gens qui sont là, et quelques musiques, et beaucoup de temps où on travaille des improvisations. Et donc, dans une première période, il y a plein d'informations qui peuvent entrer dans le studio, qui vont petit à petit définir où on va aller avec ces troupes. Par exemple, quand tu vois Out of Context Filipina, c'était vraiment, il n'y avait rien. C'est-à-dire, il y avait des gens, et le fait qu'on ne pouvait pas travailler une pièce qu'on nous a demandé de faire à New York, c'était annulé. Donc tout d'un coup, j'avais cette troupe, et qu'est-ce qu'on va faire? Oui, donc on a dit, ok, essayons de trouver quelque chose. Il n'y avait pas, on pouvait faire quelque chose, mais comme il n'y avait pas de budget, c'était pas possible d'avoir des costumes, pas de la musique live, pas de décor, etc. Et donc c'était assez nu, comme tu l'as dit. Et par exemple, comment ça s'appelle, les couvertures, c'était des couvertures qui étaient dans le studio qu'on utilisait pour les soirées de yoga. Et ça, c'est devenu des costumes. Donc il y a très peu d'informations quand on commence, mais autour de la physicalité, il y a quand même toujours cette envie de creuser dans des endroits ou dans des thèmes qui ont à voir avec l'incontrôlable. Et comme je l'ai expliqué, au moment que j'ai trouvé ce film de Arthur Honegger et que je l'ai présenté aux danseurs, c'était pour eux très inspirant de développer et de créer des images, de créer des danses. Je pense, avant que vous ayez quelque chose à rajouter sur les questions. Je sais que cet après-midi, on va aussi parler de... C'est ça, il y a sur la question de l'acteur, la question de... Voilà, mais ça, on réserve cet après-midi. Ok, merci.